Bonjour et bienvenue une nouvelle fois sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net, le site qui s'efforce de démontrer que l'humanité dans son ensemble évolue vers son ultime perfection. Alors cette perfection, je vous renvoie à l'écoute des vidéos précédentes ou à la lecture du site mécaniqueuniverselle.net pour comprendre ce dont je parle quand je dit que l'humanité évolue vers son ultime perfection. Nous y travaillons tous, l'ensemble humain, on travaille à cette perfection. Cette perfection concernera l'ensemble humain. Ce n'est pas pour une petite partie de l'humanité, c'est l'ensemble humain qui parviendra à cet état-là de perfection. Et ça prendra quelque temps. Il faudra encore quelques siècles d'évolution, mais nous avons fait la plus grande partie de ce chemin, en somme, vers la perfection. Après, ce qui se passera après, une fois atteint cette perfection, je ne sais pas. Mais en tout cas, tout montre que l'itinéraire vers lequel se dirige l'humanité, c'est celui-ci. C'est ce que j'essaie de démontrer. Alors, pour préciser cette théorie, et en même temps pour me cultiver, et pour apprendre des choses, et puis pour éclairer cet espace France Culture que j'aime beaucoup et que j'écoute essentiellement. Voilà, c'est vraiment le seul endroit où je m'informe, plus ou moins. Eh bien, je travaille depuis un petit moment sur une série qui est de François Châtelet, une histoire de la raison, sur l'histoire de la raison, l'évolution de la raison au sein de l'humanité. Et donc, on a vu dans les premiers épisodes Platon, la raison à la période de Platon et de Socrate, puis après à celle d'Aristote, et là, ça saute d'un seul coup à la révolution copernicienne. Alors, évidemment, il y a quand même presque 700 ans, je ne sais pas, peut-être plus, je ne sais plus combien de siècles entre les deux, mais c'est énorme. Et alors, donc, je lance l'audio et je découvre en même temps et je commente. Voilà comment je pratique. Et donc, je laisse mon intuition créatrice faire le travail. On y va. François Châtelet, la semaine dernière, nous étions en Grèce avec Socrate, Platon, Aristote, et nous venons de faire un bond considérable. Nous voilà au siècle des grandes découvertes et de la nouvelle physique élaborée par Copernic et Galilée. Descartes découvre le « je pense », il découvre les idées claires et distinctes. Alors, est-ce que ce serait pour la philosophie un second commencement? Nous allons parler aujourd'hui de la grande révolution physicienne qui a commencé au XVIe siècle, au XVIe siècle, et qui s'est poursuivie au XVIIe siècle 17. avec l'élaboration du système de Galilée et avec son administration par René Descartes. Donc, entre Aristote, 300 avant Jésus-Christ, et le 16e, 17e siècle, on voit la distance qu'il a sautée entre il y a Saint-Augustin, Saint-Thomas, il y a Maïmonide, il y a toute la pensée de l'islam, Ibn Arabi, Al-Farabi, etc. Il y a l'épique de la Mirandole, il y a toute une pensée qui a été là. Bon, alors on va voir pourquoi il est passé directement. Il faut ici évidemment que je fasse une remarque, car au cours des premières rencontres, j'ai analysé la constitution du champ de la philosophie à travers la pensée et les textes de Platon et d'Aristote. Or, Aristote meurt dans le dernier tiers du IVe siècle avant notre ère, et voici que je m'adresse
à des penseurs qui, eux, ont travaillé à partir du XVIe siècle. Je saute donc 20 siècles d'histoire, ce qui est proprement scandaleux. Et cela est d'autant plus scandaleux qu'il règne encore, malheureusement, dans les manuels scolaires, je le constate quotidiennement, une espèce de méconnaissance très profonde, précisément de ce qui s'est passé pendant ces siècles. On considère que ce qui s'est passé dans l'Orient de la Méditerranée après l'effondrement de la cité grecque, c'est-à-dire à partir du IIIe siècle avant notre ère, est confus et sans importance. On s'intéresse uniquement à ce qui se passe à l'Occident de la Méditerranée, c'est-à-dire qu'on s'intéresse seulement à Rome. Et ensuite... Pardon. Alors que, d'abord, il y a tout le travail, mais qui était bien antérieur à tout ça en Afrique, la pensée africaine qui était là. Alors maintenant, on commence à vraiment s'intéresser à toute, grâce au développement de l'histoire aussi, et de la conscience et de l'empathie et de la vision de l'autre. On commence à sortir de l'occidentalocentrisme. On commence à peine, parce qu'on voit bien que là, quand il s'agit des guerres, la mort d'un étranger et la mort d'un occidental, c'est deux choses différentes. Et c'est traité et c'est proprement scandaleux. C'est une honte que l'humanité va dépasser, évidemment. Mais quand on le regarde aujourd'hui, ça doit irriter les trois quarts de la population humaine. C'est impossible de voir à quel point on est encore soumis, parce que ça, c'est juste la déclinaison de l'esclavagisme et de la pensée de l'esclavage, du maître à la période esclavagiste et du colon. C'est juste des pensées, des psychismes de colon, c'est-à-dire obligé de se sentir supérieur pour pouvoir asservir l'autre. Sinon, on ne peut pas. Si on se sent si on se sent égal à l'autre, on peut pas l'abuser. Donc, en fait, l'esclavage et la colonisation ont été des destructeurs de christianisme, de judaïsme, de ces grandes valeurs qui étaient enseignées d'égalité, qui étaient enseignées par les religions. Et donc là, bon, c'est ce qui s'est imposé, hein. L'histoire, on ne peut pas la refaire, on est obligé de la critiquer pour pouvoir se prémunir de l'avenir. Mais on voit que ça décline vraiment de ça. Et en fait, ça a sorti l'Occident du christianisme, du vrai christianisme, hein, qui parle d'égal, qui ne doit pas jeter la pierre à celui etc., avant de regarder ses propres comportements. Eh bien, on désigne malheureusement encore souvent le Moyen-Âge comme une période obscurantiste. Ce qui est, je dois dire, proprement scandaleux. Tout à fait. Non seulement c'est scandaleux, et en plus, à cette époque-là, justement, l'Occident était hyper spirituel. Quand on lit Pic de la Mirandole, quand on lit tout le monde musulman, tous les grands penseurs de l'islam, le soufisme était à bloc, donc l'expérimentation de l'extase était à fond, et en Occident, il y avait les penseurs Duns Scott, je sais pas moi, enfin tous les penseurs allemands, c'était des grands mystiques, ils avaient c'est proprement magnifique. D'ailleurs, il faudrait vraiment que je fasse plus de vidéos à ce sujet-là, dans cette période-là qu'on appelle le Moyen-Âge. Et elle était bien supérieure au niveau spirituel à la pensée, à la Renaissance et à l'époque plus contemporaine.
ça c'est clair, et partout sur la planète, hein. Et l'homme n'était pas aussi barbare que ce qu'il a été sous la colonisation et sous l'esclavage, à la conquête de l'Amérique, etc. Les relations humaines étaient complètement différentes. Les relations entre Marco Polo, enfin tout ce qui était envoyé en Asie à la rencontre des enfants de Gengis Khan, là, du Grand Khan, etc., ben, c'était des relations quand même plus spirituelles, en somme, et plus intelligentes que ce qu'on a connu plus tard avec les relations des premiers colons en Amérique du Nord ou des premiers colons en Afrique. Il y avait plus du tout de commune mesure, il n'y avait pas de réflexion, c'était quelques personnages s'intéressaient vraiment à l'autre, à sa culture, essayaient de préserver la culture qui voyait bien que la colonisation ou que l'esclavage était en train de détruire complètement. Mais donc, voilà. Et je tiens à préciser immédiatement que je ne sais pas s'il en parle, ce qui a lieu on va voir. Dans l'Orient de la Méditerranée, entre le 3e avant notre ère et le 5e, 6e après notre ère est d'une importance capitale, en particulier les développements de la pensée néoplatonicienne. Il faut évidemment signaler que après ces développements apparaissent des phénomènes aussi importants que l'islam et toute la pensée qui s'est déclenchée autour de la prophétie de Mohammed. Et le judaïsme et ensuite, qui émerge aussi, qui commence à prendre son autonomie et à amener des penseurs incroyables. Dès le IIIe siècle, il se produit des événements intellectuels d'une importance capitale. Il suffit pour les ponctuer de citer, et vraiment ces citations sont même insuffisantes, Saint Augustin et la Cité de Dieu, Saint Bernard et son combat héroïque pour les croisades et contre les hérésies, ce qu'il considérait être des hérésies, l'admirable monument de Thomas d'Aquin et ce qu'on a appelé ensuite la première Renaissance du XIIIe siècle. Oui, c'est sans doute une erreur de minimiser l'importance de ce qui s'est produit au cours de ces siècles, et pourtant, c'est une idée reçue qui est la vie dure que celle d'un Moyen-Âge obscur. Il faudrait essayer de se débarrasser de cette notion de Moyen-Âge qui a l'air de laisser supposer que c'est un entre-deux. Entre-deux quoi? Entre deux choses importantes. Ben non, le Moyen-Âge est aussi important que ce qui l'a précédé et que ce qui l'a suivi. Bien sûr, toutes les périodes sont importantes dans l'évolution de l'humanité. Voilà, la période où la roue a été inventée, puis la période où on a découvert l'agriculture, puis la période où on a domestiqué, puis la période, etc., etc. Donc, on est tout le temps, et on le voit là, avec notre siècle, avec les penseurs de 1900, de la première partie du XXe siècle, ils étaient devant des choses inouïes. L'invention de la machine à vapeur, de l'automobile, de l'aviation, et pareil au siècle précédent, etc. Et puis après, à la sortie de la guerre, l'évolution de la pensée avec les Sartre, les Camus, etc. Et puis maintenant la naissance de l'ordinateur, de l'IA aujourd'hui. On est tout le temps dans une révolution, c'est tout le temps comme ça. Il n'y a pas de période qui est supérieure à une autre, toutes les périodes, et chaque être humain qui travaille dans ces périodes-là, il fait évoluer l'humanité. D'ailleurs, je signalerai cela dans notre rencontre prochaine, puisque, ayant à parler de la théorie politique, je montrerai au fond que les concepts essentiels qui dirigent la philosophie politique à partir du XVIe siècle, à partir de Machiavel, mais surtout à partir de Jean Bodin, de Hobbes, de Locke, sont des concepts qui sont sortis de la pensée médiévale et en particulier de
la papauté, de la réflexion de la papauté. Et je pense que c'est à cette époque-là. Donc, ces vidéos ont été faites en 1970, dans les années 70, 75, je ne sais pas. Et donc, c'est à partir de là où on a commencé à s'évaser. Et c'était les 30 Glorieuses. Le monde était en paix. Il y avait évidemment les deux blocs qui se faisaient face, le communisme d'un côté, le capitalisme de l'autre, mais qui neutralisaient leur violence, qui la minimisaient en réalité. Et le monde était dans une sorte de joie, de progrès, de créativité inouïe. La créativité, elle était hyper intense, et puis elle était vraiment universelle, elle allait vers l'universalisme. Le mouvement hippie, c'est complètement quelque chose d'universel. Et c'est après ce mouvement-là qu'il est revenu le mouvement des musculaires, du machisme, des Bernard Tapie, des Machine et Davina, des bodybuilders, etc., etc., et du MMA et de la violence inouïe, enfin, et du monde du spectacle à donf, quoi. Et donc, on était vraiment, c'était vraiment un autre monde, un monde qui voulait vraiment aller vers l'universel. On pensait universel, on allait vers l'universel. Et c'est le néolibéralisme, c'est le fait que le capitalisme a vaincu le communisme, l'a chassé complètement et il est devenu tout puissant. Et en devenant tout puissant, il a fait que du néolibéralisme, que du libéralisme, c'est-à-dire de la vente, de l'achat, de la vente, la mondialisation, quoi. Voilà. Et il n'y avait plus du tout de spirituel dans tout ça. Et on va sortir de cette période-là parce que elle avait son sens, elle a été importante, mais il faut qu'on s'en libère pour passer sur autre chose. Et c'est ce qu'on va faire. Mon plan est donc arbitraire. Il est lié surtout à la décision que j'ai été obligé de prendre, ne disposant que d'un temps limité, d'insister sur ce qui est constitutif de l'apparence de notre époque. Notre époque est caractérisée par le développement de la rationalité technique. Et au fond, ce que j'essaie de comprendre, c'est comment cette rationalité technique est apparue, autour de quelles idées principales elle s'est constituée, et pour quelles raisons elle s'est imposée. Mais s'il revenait aujourd'hui, François Châtelet serait totalement abasourdi par la rationalité, ce qu'elle est devenue. Elle est allée dans un excès, mais total, et avec une absurdité complète. C'est-à-dire qu'elle a enlevé tout ce qui était humain pour devenir rationnel. Et c'est hallucinant, quoi. C'est pourquoi j'ai choisi dans un premier moment de comprendre la notion de raison à travers Platon et Aristote, et comment aujourd'hui cette notion de raison va se trouver articulée sur l'idée de science. Je voudrais faire également à ce propos une deuxième remarque liminaire avant d'aborder notre sujet. C'est indispensable. Donc là, je suis désolé, mais j'ai même pas présenté l'épisode que c'était. C'est la révolution copernicienne, l'épisode 7/20, par François Châtelet, donc dans la série Une histoire de la raison. Et donc, il parle du XVIe et XVIIe siècle. Hein. Et l'épisode s'intitule « La révolution copernicienne ». Au fond, dans la présentation que j'ai faite de l'invention de la rationalité philosophique par Platon et par Aristote, j'ai insisté sur l'importance des facteurs politiques, des objectifs politiques qui étaient sous-jacents à cette invention. C'est que je considère que la philosophie, dans son développement, n'est jamais indépendante du contexte à l'intérieur duquel elle apparaît et se développe. Oui, effectivement. Et pour comprendre la démarche de Platon et celle d'Aristote, eh bien, il faut se situer au sein de la cité grecque. Les deux démarches se posent comme une réponse à cette problématique de cette cité. Mais qu'est-ce que cela implique exactement? Cela veut dire que la philosophie n'a pas, en somme, d'objet à soi. La philosophie est une discipline, un genre culturel qui s'efforce de déterminer un style,
de déterminer un mal, mode de démonstration et qui de ce fait se distingue d'autres genres culturels que sont par exemple l'histoire ou la rhétorique ou la tragédie ou l'art du théâtre. Mais la philosophie emprunte ces objets à une réalité extérieure. Pour les Grecs, je considère que, en tout cas pour nous aujourd'hui, lorsque nous voulons comprendre comment la philosophie s'est développée, cet objet extérieur, c'est essentiellement la politique, c'est la cité. Nous allons avoir une preuve de ce fait que la philosophie, bien qu'elle soit absolument autonome dans la détermination de son style, n'est pas indépendante de son contexte, car le recommencement de la philosophie au XVIe et au XVIIe siècle est lié à l'apparition d'un autre contexte, qui est précisément le contexte de la science. Cette fois, la philosophie ne va pas se nourrir de la réalité politique, mais des transformations profondes de la conception de la nature. C'est tout à fait juste, bien entendu. Et aujourd'hui, la mécanique universelle, cette théorie que je présente là, eh ben, elle est exactement dépendante de l'ensemble des nouveaux apports qui ont permis à ce que ça soit le moment de penser à l'évolution de l'humanité, à son but, à sa finalité, d'y penser de façon rationnelle. Jusqu'à présent, ça a été pensé par les religions, puis au XIXe siècle par des penseurs, ou même à l'époque des Lumières, etc. Mais c'est le moment, et ce moment-là, il découle tout à fait d'abord de Wikipédia, qui permet d'avoir accès à tout un tas de connaissances. Donc, quand je cherchais, quand j'ai posé cette phrase « l'humanité est destinée à atteindre sa perfection », sans savoir ce que j'écrivais, j'écris cette phrase-là, et puis d'un seul coup, elle me stupéfie. Je dis, bon, mais alors c'est ça, il y a du sens. Je cherchais s'il y avait du sens dans cette humanité. J'étais perdu, je vivais c'était quelque chose qui me dérangeait d'exister sans savoir ce que je faisais là, s'il y avait du sens ou si c'était insensé. Et tout disait que c'était insensé, plus ou moins, à cette époque-là, dans les années 90, etc., 2000. Et puis, d'un seul coup, voilà, j'avais cherché ce sens sur 20 ans de peinture avant. À travers la peinture, je cherchais vraiment ce sens sans le savoir. Je m'en suis rendu compte en regardant les photos de tout mon travail en peinture sur les 20 ans qui étaient passés. J'ai vu que je cherchais quelque chose d'universel, je cherchais le sens de cette évolution, mais je ne le comprenais pas. Et donc cette phrase apparaît d'un seul coup, fin 99, et à partir de là, ben je plonge dans cette, pour essayer de la comprendre, de la démontrer, de l'éclairer, de voir si elle est vraie, si c'est indéboulonnable ou quoi que ce soit. Et donc à l'époque, il y avait les ordinateurs qui venaient d'apparaître plus ou moins. J'étais au tout début. Je me suis trouvé un ordinateur et j'ai commencé à chercher, à regarder. Voilà, il y avait les bibliothèques, il y avait plein de possibilités pour que quelqu'un comme moi, qui venait du bas prolétariat, de la plèbe, de ceux qui au XVIIIe siècle ou au XVIIe siècle ou même au XIXe siècle n'avaient jamais accès à la culture, quoi qu'il arrive, eh ben, d'un seul coup, quelqu'un comme moi pouvait amener une théorie bien moins bien écrite que celle des universitaires, mais qui pouvait avoir son rôle à jouer maintenant. Et ça, c'était tout nouveau. Voilà, et ça découle complètement de cette nouvelle aptitude. Nous verrons dans la suite de nos analyses que, par exemple, à la même époque, lorsque Descartes s'interroge sur la signification de la science, d'autres penseurs, à la même époque que lui, vont
eux, réfléchir sur les transformations de la société. Ce sera un deuxième aliment concomitant de celui-là. Et nous verrons par exemple comment, au XIXe siècle, la pensée est déterminée par le fait qu'une réalité extérieure s'impose et qu'on ne peut pas l'éluder, qu'il faut en parler si on est un philosophe digne de ce nom. Et cette réalité, c'est la révolution. La vie historique des sociétés. Le fait que décidément les sociétés ne sont pas des réalités immobiles, mais sont de l'histoire. D'accord. Et ça, c'est égal. Nous aurons à nous demander au cours de nos dernières rencontres. Ça, c'était dépendant des expéditions, des rencontres internationales, en fait, même si elles se déroulaient par la violence, l'oppression, etc. Mais l'apport de ces nouvelles cultures qui rentraient dans le champ de la réflexion et des gens qui réfléchissaient. Et puis la Révolution française, évidemment, pour... Qu'il en est aujourd'hui, et quel peut être précisément l'objet extérieur qui ensemence la réalité philosophique et qui la contraint à développer ses formes d'autonomie. Bien, toutes ces précisions étant données, si nous revenions à notre sujet, si nous essayions de mieux cerner le contexte de la Renaissance. Alors bien sûr, je vais être bref. Et naturellement, dire que je critique le terme de Renaissance, comme je critique le terme de Moyen-Âge. En fait, ce qu'on appelle Renaissance, c'est une brutale radicalisation. On va arrêter là pour cette vidéo, tiens. Ça sera le sujet de la prochaine vidéo. Il y en aura quelques-unes sur cet épisode 7, la révolution copernicienne. Voilà, les amis, ce qu'on peut commencer à dire pour cet épisode. Si vous pensez que ça a un peu d'intérêt universel, ces réflexions, ben vous pouvez mettre des pouces, vous pouvez vous abonner, vous pouvez envoyer le lien à vos amis, vous pouvez laisser des commentaires, tout ça augmente la visibilité, et visiter le site mécaniqueuniverselle.net. Voilà, merci de votre écoute, à très bientôt.